Bonjour, je m'appelle André Lebeau et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une autre séance de lecture avec Lire à tout âge. Je vous propose aujourd'hui quelques lectures tirées des grands classiques de la littérature québécoise que j'ai lus et vus plusieurs fois au cinéma, à la télé et au théâtre, ce qui confirme leur caractère universel. Je vous propose donc de faire un tour de quelques régions du Québec en commençant par le lac Saint-Jean et plus précisément à Péribonka avec le roman Maria Chapdelaine, écrit en 1913 par l'auteur français Louis Hémon. On considère malgré tout Maria Chapdelaine comme faisant partie de la littérature québécoise, puisque M. Hémon vivait au Québec au moment où il a écrit ce grand roman. Il s'agit donc de l'histoire de Maria Chapdelaine, une jeune fille de 18 ans qui est courtisée par trois hommes, trois garçons, dont son préféré, François Paradis, est un homme épris de liberté. L'extrait que j'ai choisi aujourd'hui évoque la rencontre entre Maria et François sur le perron de l'église. Voici donc Maria Chapdelaine. Pendant ce temps, les femmes avaient commencé à sortir de l'église à leur tour. Jeunes ou vieilles, jolies ou laides, elles étaient presque toutes bien vêtues en des pelisses de fourrure ou des manteaux de drap épais. Car pour cette fête unique de leur vie qu'était la messe du dimanche, elles avaient abandonné leurs blouses de grosse toile et les jupons en laine du pays, et un étranger se fut étonné de les trouver presque élégantes au cœur de ce pays sauvage, si typiquement française parmi les grands bois désolés et la neige, et aussi bien mises à coup sûr, ces paysannes, que la plupart des jeunes bourgeoises des provinces de France. Cléophas pesant attendit Louisa Tremblay, qui était seule, et ils s'en allèrent ensemble vers les maisons, le long du trottoir de planches. D'autres se contentèrent d'échanger avec les jeunes filles, au passage, des propos plaisants, les tutoyant du tutoiement facile du pays de Québec, et aussi parce qu'ils avaient presque tous grandi ensemble. Pete Gaudreau, les yeux tournés vers la porte de l'église, annonça: Maria Chapdelaine est revenue de sa promenade à Saint-Prime, et voilà le père Chapdelaine qui est venu la chercher. Ils étaient plusieurs au village pour qui ces Chapdelaine étaient presque des étrangers. Samuel Chapdelaine, qui a une terre de l'autre bord de la rivière, au-dessus de Honfleur dans le bois? C'est ça. Et la créature qui est avec lui, c'est sa fille, hein, Maria? Ouais, elle est en promenade depuis un mois à Saint-Prime, dans la famille de sa mère, des Bouchard, parents de Wilfrid Bouchard de Saint-Gédéon. Les regards curieux s'étaient tournés vers le haut du perron. L'un des jeunes gens fit à Maria Chapdelaine l'hommage de son admiration paysanne. Une belle grosse fille, dit-il. Certain, une belle grosse fille, et vaillante avec ça. C'est de malheur qu'elle reste si loin d'ici, dans le bois. Mais comment est-ce que les jeunesses du village pourraient aller veiller chez eux, de l'autre bord de la rivière, en haut des chutes, à plus de 12 milles de distance, et les derniers milles quasiment sans chemin? Il la regardait avec des sourires faraud, tout en parlant d'elle, cette belle fille presque inaccessible. Mais quand elle descendit les marches du perron de bois avec son père et passa près d'eux, une gêne les prit. Ils se reculèrent gauchement,
comme s'il y avait eu entre elle et eux quelque chose de plus que la rivière à traverser et 12 000 de mauvais chemins dans les bois. Les groupes formés devant l'église se dispersaient peu à peu. Certains regagnaient leur maison, ayant appris toutes les nouvelles. D'autres, avant de partir, allaient passer 1 heure dans un des 2 lieux de réunion du village, le presbytère ou le magasin. Ceux qui venaient des rangs, ces longs alignements de concessions à la lisière de la forêt, détachaient l'un après l'autre les chevaux rangés et amenaient leurs traîneaux au bas des marches de l'église pour y faire monter femmes et enfants. Samuel Chapdelaine et Maria n'avaient fait que quelques pas dans le chemin lorsqu'un jeune homme les aborda. « Bonjour, monsieur Chapdelaine. Bonjour, mademoiselle Maria. C'est un adon que je vous rencontre, puisque votre terre est plus haut le long de la rivière et que moi-même je ne viens pas souvent par ici. » Ses yeux hardis allaient de l'un à l'autre. Quand il les détournait, il semblait que ce fût seulement à la réflexion et par politesse. Et bientôt il revenait, et leur regard dévisageait, interrogeait de nouveau, clair, perçant, chargé d'avidité ingénue. François Paradis, s'exclama le père Chapdelaine. C'est un adon de fait, car voilà longtemps que je ne t'avais vu, François. Et voilà ton père mort de même. As-tu gardé la terre? Le jeune homme ne répondit pas. Il regardait Maria curieusement, et avec un sourire simple, comme s'il attendait qu'elle parlât à son tour. Tu te rappelles bien François Paradis de Mistassini, Maria. Il n'a pas changé guère. Vous non plus, monsieur Chapdelaine. Votre fille, c'est différent. Elle a changé, mais je l'aurais bien reconnue tout de suite. Ils avaient passé la veille à Saint-Michel de Mistassini, au grand jour de l'après-midi. Mais de revoir ce jeune homme, après 7 ans, et d'entendre prononcer son nom, évoqua en Maria un souvenir plus précis et plus vif en vérité que ses visions d'hier. Le grand pont de bois, couvert, peint en rouge, et un peu pareil à une arche de Noé d'une étonnante longueur. Les 2 berges qui s'élevaient presque de suite en haute colline, le vieux monastère blotti entre la rivière et le commencement de la pente, l'eau qui blanchissait, bouillonnait et se précipitait du haut en bas du grand rapide comme dans un escalier géant. François Paradis. Bien sûr, son père que je me rappelle François Paradis. Satisfait, celui-ci répondait aux questions de tout à l'heure. Non, monsieur Chapdelaine, je n'ai pas gardé la terre. Quand le bonhomme est mort, j'ai tout vendu. Et depuis, j'ai presque toujours travaillé dans le bois, fait la chasse ou bien commercé avec les Autochtones du Grand Lac Mistassini ou de la rivière aux Foins. J'ai aussi passé 2 ans au Labrador. Son regard voyagea une fois de plus de Samuel Chapdelaine à Maria, qui détourna modestement les yeux. Remontez-vous aujourd'hui? Interrogea-t-il. Oui, de suite après le dîner. Je suis content de vous avoir vu, parce que je vais passer près de chez vous en haut de la rivière, dans 2 ou 3 semaines, dès que la glace sera descendue. Je suis ici avec des Belges qui vont acheter des pelleteries aux Autochtones. Nous commençons à remonter à la première eau claire. Et si nous nous tentons près de votre terre, au-dessus des chutes, j'irai veiller un soir. C'est correct, François. On t'attendra. Voilà, c'était l'extrait que je voulais vous proposer. Une belle rencontre entre Maria et François Paradis. Je trouve que c'est vraiment
un des plus beaux romans d'amour de la littérature québécoise. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aussi fait voir un peu ce que pouvait être la colonisation au lac Saint-Jean autour des années 1900. Je vous amène maintenant faire un tour au Chenal du Moine, dans la région de Sorel, avec un extrait du roman Le Survenant de Germaine Guévremont, écrit en 1945. C'est aussi un des grands romans québécois qui a été adapté à la radio, à la télé et au cinéma. Il s'agit de l'histoire d'un homme sans nom qui s'arrête un soir dans une ferme et demande à manger. Mais il finit par rester travailler sur la ferme et y reste pendant 1 an avant de disparaître comme il était venu. Voici donc le survenant. Un soir d'automne, au Chenal du Moine, comme les Beauchemins s'apprêtaient à souper, des coups à la porte les firent redresser. C'était un étranger de bonne taille, jeune d'âge, pacton au dos, qui demandait à manger. Approche de la table, approche sans gêne, survenant, lui cria le père Didas. D'un simple signe de la tête, sans même un mot de gratitude, l'étranger accepta. Il dit seulement: Je vais toujours commencer par nettoyer le cochon. Après avoir jeté son baluchon dans l'encoignure, il enleva sa chemise de laine à carreaux rouge vif et vert, à laquelle manquait un bouton près de l'encolure et un autre non loin de la ceinture. Puis il fit jouer la pompe avec tant de force qu'ayant geint par 3 ou 4 fois, elle se mit à lancer l'eau hors de l'évier de fonte, sur le rond de tapis, et même sur le plancher où des nœuds saillaient çà et là. Insouciant, l'homme éclata de rire. Mais nul autre ne songeait même à sourire. Encore moins Alphonsine qui, mécontente du dégât, lui reprocha: Vous savez pas le tour. Alors, par coup bref, saccadée, elle manœuvra si bien le bras de la pompe que le petit baquet déborda bientôt. De ses mains extraordinairement vivantes, l'étranger s'y baigna le visage, s'inonda le cou, aspergea sa chevelure, tandis que les regards s'acharnaient à suivre le moindre de ses mouvements. On eût dit qu'il apportait une vertu nouvelle à un geste pourtant familier à tous. Dès qu'il eut pris place à table, comme il attendait, Didas, étonné, le poussa. Quoi c'est que t'attends, survenant? Sers-toi, on n'est toujours pas pour te servir. L'homme se coupa une large portion de rôti chaud, tira à lui 4 patates brunes qu'il arrosa généreusement de sauce grasse, et des yeux chercha le pain. Amable, hâtivement, s'entaillait une tranche de 2 bons doigts d'épaisseur, sans s'inquiéter de ne pas déchirer l'ami. Chacun de la tablée que la faim travaillait l'imita. Le vieux les observait à la dérobée, l'un après l'autre. Personne, cependant, ne semblait voir l'ombre de mépris qui, petit à petit, comme une brume d'automne, envahissait les traits de son visage austère. Quand vint son tour, lui, Didas, fils de Didas, qui avait le respect du pain, de sa main gauche prit doucement près de lui la miche rebondie, l'appuya contre sa poitrine demi-nue, encore moite des sueurs d'une longue journée de labour, et de la main droite, ayant raclé son couteau sur le bord de l'assiette,
jusqu'à ce que la lame brillât de propreté. Tendrement, il se découpa un quignon de la grosseur du poing. Tête basse, les coudes hauts levés et la parole rare, sans plus se soucier du voisin, les trois hommes du chenal, Didas, son fils, amable Didas, et Beaublanc, le journalier, mangeaient de bel appétit. À pleine bouche, ils arrachaient jusqu'à la dernière parcelle de viande autour des os qu'ils déposaient sur la table. Parfois, l'un s'interrompait pour lancer un reste à yeux ronds, le chien à l'œil larmoyant, mendiant d'un convive à l'autre. Ou bien un autre piquait une fourchetée de mie de pain qu'il allait saucer dans un verre de sirop d'érable au milieu de la table. Ou encore un troisième, du revers de la main, étanchait sur son menton la graisse qui y coulait, tels deux rigolets. Seule Alphonsine pignochait dans son assiette. Souvent, il lui fallait se lever pour verser un thé noir, épais comme de la mélasse. À l'encontre des hommes qui buvaient par lampées dans des tasses de faïence grossière, d'un blanc crayeux, cru, et parfois aussi dans des bols qu'ils voulaient servis à la rasade, quelle qu'en fût la grandeur, la jeune femme aimait boire à petites gorgées, dans une tasse de fantaisie qu'elle n'emplissait jamais jusqu'au bord. Après qu'il en eut avalé suffisamment, l'étranger consentit à dire: C'est un bon thé, mais c'est pas encore un vrai thé de chanquier. Parlez-moi d'un thé assez fort qu'il porte la hache sans misère. Ce soir-là, ni le jour suivant qu'il passa au travail en compagnie des autres, l'étranger ne projeta de partir. À la fin de la relevée, Didas finit par lui demander: Resteras-tu longtemps avec nous autres? Quoi? Je resterai le temps qu'il faut. D'abord, dis-nous qu'est ton nom. D'où que tu sors? Mon nom? Vous m'en avez donné un. Vous m'avez appelé Venant. On t'a pas appelé Venant, corrigea Didas. On a dit le survenant. Je vous questionne pas, reprit l'étranger. Faites comme moi. J'aime la place. Si vous voulez me donner à coucher, à manger, et un tant soit peu de tabac par-dessus le marché, je resterai. Je vous demande rien de plus, pas même une tôle. Je vous servirai d'engagé, et appelez-moi comme vous voudrez. Ouais, réfléchit tout haut Didas, avant d'acquiescer. À cette saison ici, il est grandement tard pour prendre un engagé. La terre commence à être déguenillée. Son regard de chasseur qui portait loin, bien au-delà de la vision ordinaire, pénétra au plus profond du cœur de l'étranger comme pour en arracher le secret. Sous l'assaut, Venant ne broncha pas d'un cil, ce qui plut infiniment à Didas. Pour tout signe de consentement, la main du vieux s'appesantit sur l'épaule du jeune homme. T'es gros et grand, t'es presquement pris comme une île, et t'as pas l'air trop ravagnard. Voilà. C'est un beau roman qui nous permet de comprendre et de voir le travail difficile parfois sur la ferme. Mais c'est aussi un roman d'amour et un roman qui va changer les personnages que l'on voit, là, toute la famille, le père, le fils, la bru, mais la belle Angélina, qui avait conduit tous les prétendants auparavant, va vivre le grand amour, ou va à tout le moins tomber en amour profondément pour le survenant. Voilà.
Je vous amène maintenant dans un monde complètement différent. Je vous invite dans la grande ville de Montréal en 1968 avec un extrait de la pièce de théâtre Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Sûrement un de nos plus grands auteurs qui sait vraiment très bien comment décrire la vie des gens ordinaires. Cette pièce-là, Les Belles-Sœurs, a été traduite dans plus de 40 langues et a été jouée partout à travers le monde. J'ai eu la chance de la voir à quelques reprises dans différentes adaptations, dont la plus récente comédie musicale il y a quelques années. Donc, je vous amène dans le monde des belles-sœurs avec l'extrait qu'on intitule L'Ode au bingo. Moi, ça me rappelle mon adolescence parce que j'ai travaillé dans un bingo. Donc, c'est un monde que j'ai bien connu et j'aime beaucoup cet extrait des belles-sœurs. Donc, à ce moment-là, dans la pièce, il y a quelques personnages qui parlent tous en même temps. Il s'agit de Germaine, Rose, Gabrielle, Thérèse et Marie-Ange. Moi, j'aime ça le bingo. Moi, j'adore le bingo. Moi, il n'y a rien au monde que j'aime plus que le bingo. Presque tous les mois, on en prépare un dans la paroisse. Je me prépare 2 jours d'avance. Je suis énervé. Je suis pas tenable. Je pense rien qu'à ça. Puis quand le grand jour arrive, je suis assez excité que je suis pas capable de rien faire dans la maison. Puis là, quand le soir arrive, je me mets sur mon 36. Puis il n'y a pas un ouragan qui m'empêcherait d'aller chez celle qu'on va jouer. Moi, j'aime ça le bingo. Moi, c'est bien simple, j'adore ça le bingo. Quand on arrive, on se déshabille puis on rentre tout de suite dans l'appartement où ce qu'on va jouer. Des fois, c'est le salon que la femme a vidé. Des fois aussi, c'est la cuisine. Puis même, des fois, c'est une chambre à coucher. Là, on s'installe aux tables, on distribue les cartes, on met nos pitounes gratis, puis la partie commence. Là, c'est bien simple, je viens folle. Mon Dieu que c'est donc excitant cette affaire-là. Je suis tout à l'envers, j'ai chaud, je comprends les numéros de travers, je mets mes pitounes à mauvaise place, je fais répéter celle qui crie les numéros, je suis dans tous mes états. Moi, j'aime ça le bingo. Moi, c'est bien simple, j'adore ça le bingo. Moi, il n'y a rien au monde que j'aime plus que le bingo. La partie achève. J'ai 3 chances. 2 par en haut, puis une de travers. C'est le B14 qui me manque. C'est le B14 qu'il me faut. C'est le B14 que je veux. Le B14, le B14. Je regarde les autres. Verra. Ils ont autant de chance que moi. Que c'est que je vais faire? Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Lisette de Courval dit B14. Les 5 femmes. Bingo! Bingo! J'ai gagné! Je le savais! Je savais bien trop de chance! J'ai gagné! Que c'est que je gagne donc? Lisette de Courval. Le mois passé, c'était le mois des chiens de plâtre pour tenir les portes. Ce mois-ci, c'est le mois des lampes torchères. Voilà, c'était l'extrait L'Ode au bingo des Belles-Sœurs. Comme moi, j'imagine que plusieurs d'entre vous ont des souvenirs des soirées de bingo animées et amusantes, et peut-être que certains et certaines d'entre vous ont encore le plaisir de jouer au bingo. Donc, ça conclut notre séance de lecture pour aujourd'hui.
J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié ce tour du Québec à différentes époques. Merci et à la prochaine.